bonsoir. Bienvenue encore une fois à cette soirée consacrée donc au mode de scrutin et à la démocratie. Depuis les élections du 4 septembre dernier, la question semble plus que jamais dans l'actualité compte tenu des résultats donc de cette élection. Et vous savez que de René Lévesque à aujourd'hui, on a tenté des réformes de mode de scrutin au Québec, jamais vraiment abouti. Alors, on a proposé plusieurs formules. On en est à peu près au même point. Alors, comment mieux comprendre les différents modes de scrutin utilisés à travers le monde et leurs effets potentiels sur la politique et la démocratie québécoise? C'est le sujet de ce soir. Nous le verrons avec trois invités qui, chacun à leur tour, vous donneront leurs idées pendant 20 minutes. Il y aura ensuite une période de questions. Vous pourrez carrément les interroger pendant une trentaine de minutes avant la conclusion de la soirée. Alors, qui sont ces trois invités? D'abord, vous l'avez reconnu, bien sûr, M. Claude Bélan, qui est actuellement professeur associé à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal et aussi président du conseil d'administration de la chaire en responsabilité sociale et en développement durable qu'il a fondé. Il préside également le mouvement Démocratie et citoyenneté, un mouvement issu des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques du Québec, dont il présida le comité directeur à la demande du gouvernement du Québec. Très actif dans le mouvement coopératif au Québec depuis 1971 et son arrivée à la Fédération des caisses d'économie du Québec, il a été bien sûr président du mouvement Desjardins de 1987 jusqu'à l'an 2000. Il a été cofondateur et président du Forum sur l'emploi. Il a été membre de la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec et, à la demande du premier ministre, il a présidé le Sommet sur l'économie et l'emploi en 1996. De 2000 à 2004, il a été vice-président de la Régie des rentes du Québec et jusqu'à 2007, président du conseil d'administration de l'Institut pour le progrès socio-économique. Il fut aussi membre du conseil d'administration de l'Institut du Nouveau Monde. C'est aussi un auteur de nombreux articles et de 4 ouvrages sur le coopératisme et les questions économiques et sociales, qui détient de nombreuses distinctions. J'ai raccourci son CV ce soir, mais parmi ces distinctions, notons qu'il est officier de l'Ordre du Québec ainsi que de l'Ordre des francophones d'Amérique. Alors, bonsoir, M. Bélan. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Allier. Deuxième conférencière, Myriam Famy, qui a participé en 2004 à la mise sur pied de l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde, une école de citoyenneté pour les jeunes de 15 à 35 ans. Depuis 2006, elle est directrice des recherches et des publications de l'INM et à ce titre, elle dirige notamment l'État du Québec, l'ouvrage de référence annuel de l'INM sur le Québec dont j'ai une copie pour l'année 2012. Spécialisée en sociocritique et en analyse du discours, diplômée de l'Université McGill et des HEC de Montréal, elle a travaillé comme recherchiste et rédactrice en politique, en communication et en marketing. Elle a été journaliste pigiste pendant une dizaine d'années à l'écrit comme à la radio. Elle a aussi effectué de nombreux voyages d'études, de travail et de coopération à l'étranger. Alors bonsoir Myriam Famy. Bienvenue à vous. Et enfin, troisième intervenante ce soir, Mercedes Roberge, qui milite depuis 2002 pour l'implantation d'un mode de scrutin à finalité proportionnelle. Présidente du Mouvement pour une démocratie nouvelle, le MDN, de 2003 à 2010, elle agit actuellement comme porte-parole et conseillère spéciale pour l'organisme. Je vous rappelle que c'est un mouvement citoyen non partisan qui revendique que l'Assemblée nationale représente véritablement et équitablement la population et ses idéaux. Elle travaille et milite dans le milieu féministe et communautaire depuis 1985 à tous les niveaux, régional, national et international. Actuellement, elle coordonne la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, un organisme national réunissant 39 regroupements actifs dans le domaine de la santé et des services sociaux partout au Québec. Alors voilà la présentation. Bienvenue, Mercedes. Alors, sans plus tarder, j'invite M. Bélan à commencer par sa présentation. M. Bélan, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup de la présentation. Vous savez, moi, je suis toujours inquiet qu'on ne me présente pas parce que il y a quelques années, justement, quand M. Bourassa m'avait nommé à la commission Bélanger-Campeau, vous savez, nous avions été très visibles à l'époque. Hein? Nous étions à la télévision tous les jours. Et après 8 mois de ces travaux-là, j'avais décidé avec mon épouse d'aller faire un petit voyage en Floride pour nous reposer. Et j'étais à l'aéroport à Fort Lauderdale, devant le carrousel. J'attendais mes bagages. Derrière moi, 2 dames d'un certain âge. Je parlais fort. Je les écoutais pas, mais je les entendais.
Et la première dit à la deuxième, « Regarde, regarde devant nous, René Lévesque! » Alors, vous comprenez, je ne me suis pas retourné pour ne pas les désappointer. Mais la deuxième prend la parole, elle dit, « Ben voyons, toi, René Lévesque, il est mort. » Que la première prend la parole, puis elle dit, « Il est mort, mais c'est qui d'abord? » Et l'autre a dit, « Je le sais-tu, moi, c'est qui? Imaginez-vous, en 15 minutes, vous êtes René Lévesque, après ça, vous n'êtes rien. » J'ai pris la résolution qu'il fallait toujours être présenté. Comptez pas ça dans mes 20 minutes, là. Écoutez, je vais d'entrée de jeu me répondre à la question, hein, mode de scrutin entre démocratie et stratégie. Bien, écoutez, entre la démocratie et le mode de scrutin, il y a toujours de la stratégie. Pourquoi? Parce que ça dépend comment on comprend la démocratie. Si pour nous, la démocratie, c'est un projet de gouvernance des sociétés, un projet de société, si c'est une finalité, une société où on vise l'égalité, la solidarité, c'est certain qu'il faut un mode de scrutin qui va respecter la règle de l'égalité, la règle de la transparence, etc., etc. Mais si pour nous, la démocratie, c'est simplement un mécanisme pour s'assurer de l'existence d'un gouvernement le plus stable possible, eh bien là, c'est un moyen. Il va falloir trouver un autre mode de scrutin parce que la finalité qu'on recherche n'est pas la même. Ça, c'est assez évident. Au Québec, on a le même régime depuis toujours. Et je pense, quand j'écoute les discours à droite et à gauche, et même dans les écoles universitaires, dans les départements où on enseigne la politique, oui, j'ai vu ça aux États généraux également, les témoins venir témoigner en disant la démocratie, c'est un moyen de faire en sorte qu'on ait un gouvernement stable. Le mode de scrutin que nous avons actuellement, c'est ce qu'il nous donne. Ça crée normalement un système bipartite. Alors, quand il y en a un qui perd, ben, c'est l'autre qui gagne. C'est pas compliqué. Alors, pourquoi? Ben, c'est parce que la démocratie est très jeune au Québec. On est un grand peuple, les Québécois, mais on n'est pas nombreux, puis on n'existe pas depuis longtemps. Après la conquête, la domination des conquérants a fait que finalement, on n'avait même pas de pouvoir. C'est pas pour rien que vous voyez la couronne, là, je l'avais mis, moi, quand je l'ai faite sur le mot démocratie, mais on l'a corrigé, mais c'est bien. Mais il y a toujours eu pour les Canadiens, c'est comme ça qu'on les appelait anciennement les francophones, c'est pour ça que les Canadiens se sont trouvés sans pouvoir. À compter de la conquête, on n'avait même pas le pouvoir de s'occuper des affaires économiques et financières. Le roi d'Angleterre nous avait consenti l'usage de notre langue et la pratique de notre religion, mais il n'était pas question qu'on fasse des affaires. Alors, évidemment, on s'est retrouvé un peuple sans pouvoir, et ce qui a développé une grande méfiance à l'égard de la démocratie. En 1940-1970, il y a un livre de Michel Lévesque, d'ailleurs, qui est très intéressant sur la démocratie, et il raconte qu'à compter des années 40 jusqu'à 70, l'idée démocratique déferle sur le Québec. Pourquoi? Parce que là, le gouvernement fédéral commence à empiéter sur le peu de pouvoir que les Québécois avaient ou que les Canadiens français avaient. Et c'est la guerre. La Grande Guerre mondiale de 39-45. Le maire de Montréal, Camillien Hood, fait un retentissant discours où il dit aux jeunes « Ne vous enrôlez pas. Ici, au Québec, on n'est pas pour la guerre. Puis, ne vous enrôlez pas. » La gendarmerie royale, une semaine plus tard, vient cueillir le gros maire Camillien Hood et l'amène dans un camp de concentration où il est resté pendant à peu près toute la durée de la guerre. Vous devinez que là, on s'est mis à parler de démocratie. On réalisait une fois solidement
que finalement, on n'avait vraiment pas de pouvoir et que même la Constitution canadienne qui avait été signée en 1867, elle ne nous accordait pas la liberté de se construire un coin de pays comme on le souhaitait. Alors, collectivement, les Canadiens sont devenus Québécois et décidèrent de prendre leur destin en main. Et là, vous connaissez toute l'histoire de la Révolution tranquille, Jean Lesage qui parle de mettre chez nous, ce qui fait que finalement, on commence à oser des choses sans nécessairement le vote, mais on adopte le drapeau québécois en 1948, Maurice Duplessis. On abolit le recours au Conseil privé de Londres. On crée un impôt provincial, il fallait le faire. 1954. Le fédéral n'est pas content. Il veut contester ça devant la Cour suprême, et à ce temps-là, la Cour suprême, elle interprétait la Constitution d'une façon un peu plus, j'allais dire, objective qu'aujourd'hui. J'espère que je ne serai pas recueilli par la Gendarmerie royale demain pour avoir dit ça, mais on commence à poser des gestes d'autonomie qui expriment la volonté très majoritaire des Québécois, sans mode de scrutin, remarquez bien. Et on assiste plus tard à la fondation du Parti québécois avec les référendums qui suivront. Mais toujours ça avec un mode de scrutin, d'un régime pluralitaire uninominal à un tour, le régime, en somme, parlementaire britannique. En 1976, René Lévesque propose, parce qu'il prend le pouvoir, et un des premiers gestes, c'est l'adoption d'une loi sur le financement des partis politiques. Une loi qui aujourd'hui est détournée, on le sait, mais dans le temps, et pendant longtemps, a constitué un modèle adopté par d'autres pays. Une nouvelle loi sur le mode de scrutin, il a tenté sa chance. Une loi même qui aurait inclus l'initiative populaire. Donc, pour la première fois, on dit, est-ce qu'on ne pourrait pas changer le mode de scrutin pour qu'il soit plus représentatif d'une démocratie davantage participative? M. Lévesque nomme un ministre de la réforme électorale et il lui donne le mandat de consulter et de présenter une recommandation éventuelle à l'Assemblée nationale. Et il propose aussi une gouvernance davantage démocratique. C'est lui qui a permis la télédiffusion des débats à l'Assemblée nationale au nom de la transparence. Il a fait une réforme des districts électoraux. Ça, il pouvait le faire dans son mandat de premier ministre et de parti au pouvoir. Il a mis en place une nouvelle structure unifiée pour administrer l'ensemble du droit électoral, la création du bureau du directeur général des élections, et il a parlé des élections à date fixe. Le ministre qui avait été nommé, c'est M. Robert Burns, et en 1979, voici ce qu'il dit après son enquête. Il dit, disons au départ que celui qui examine d'assez près le système uninominal à un tour constatera des distorsions très importantes entre le pourcentage des sièges détenus par un parti à l'Assemblée nationale et la proportion du suffrage populaire que ce parti a recueilli. Dans certains cas, la distorsion du suffrage populaire a pu atteindre 38,1 %. Considéré au point de vue de l'électeur, ce système comporte de nombreuses injustices et suscite de nombreuses frustrations. C'est clair. Mais malgré ces constats, malgré la volonté du premier ministre, le gouvernement ne réussit pas à modifier le mode de scrutin ni à permettre des initiatives populaires. Les initiatives populaires ont même été rejetées par le caucus du Parti québécois, le reste rejeté par les autres partis. Et il y a une tradition qui veut, quand les partis ne s'entendent pas pour changer les règles du jeu sur les modes de scrutin, on ne les change pas, parce qu'autrement, le parti au pouvoir se donnerait toujours une loi électorale qui lui serait favorable. Alors, il y a une tradition qui est respectée. En 1983, le Parti québécois
tente sa chance de nouveau. Il confie au directeur général des élections d'étudier les diverses formes de régime électoral. Et en 1984, la Commission de la représentation électorale soumet son rapport, puis arrive à peu près aux mêmes conclusions. Le mode de scrutin au Québec doit être changé par un mode de scrutin de type proportionnel. Pas n'importe lequel. Un mode de scrutin qui colle à la réalité québécoise, qui soit d'ici et pour ici. Cette prise de position est le fruit de la tournée du Québec, de ce qu'on dit et écrit, elle aussi, évidemment, le fruit des réflexions des membres de la Commission. Dans ces rapports du Parti québécois, on proposait une proportionnelle régionale, par région. Bon. Mais encore là, les partis ne réussissent pas à s'entendre. Il n'y a pas de suite au projet. Et de 1983 à 2002, on n'en parle plus. En 2002, Jean-Pierre Charbonneau décide que ça n'a pas de sens et on réinscrit le projet de réforme des institutions démocratiques à l'ordre du jour. Et arrivent les États généraux. Hein? On a distribué 4 millions de ce cahier qui s'appelait « Le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes ». On a fait un beau rapport dont le titre était « Prenez votre place » avec, après 27 assemblées publiques, rencontré plus de 2050 personnes, reçu plus de 2050 questionnaires, 237 mémoires, des États généraux avec 1000 personnes pendant 3 jours à Québec, 4 grands constats et 14 recommandations. Inspiré par la volonté citoyenne, 90% réclament un nouveau mode de scrutin. 90 personnes. Autant ceux qui ont répondu par questionnaire que ceux qui étaient aux États généraux. 81% sont en faveur de l'initiative populaire. 82% sont en faveur d'une constitution québécoise. 86% sont en faveur d'élections à date fixe. 82 des participants souhaitent que le premier ministre soit élu au suffrage universel. Et 70% souhaitent une plus grande participation des femmes. Je ne sais pas combien de pourcentage il faut pour faire bouger un gouvernement, mais malheureusement, nous, on a déposé notre rapport au début d'avril 2003 et il y a eu des élections. Dans les élections, il y a eu des engagements électoraux. Le président du temps du MDN avait même une lettre, j'ai une copie dans mes archives de Jean Charest, qui disait « Je m'engage à changer de mode de scrutin dans les premiers mois de mon premier terme ». Décembre 2004, le Parti libéral dépose un avant-projet de loi. Juin 2005, étant donné qu'on n'a pas réussi à aller plus loin dans le projet de loi, une nouvelle commission parlementaire avec un comité citoyen qui se joint à la commission parlementaire. Avril 2006, dépôt du rapport citoyen. Mais, au printemps 2006, les élus déposent leur rapport et un petit peu plus tard, ce sera le tour des élus de faire 2 rapports. Dans le premier, ils proposent un processus de révision de la liste électorale et à rendre plus accessible le vote par anticipation. Mais pour le deuxième, en fait, les élus se déclarent pas encore prêts à prendre une décision définitive à ce sujet-là. Alors, depuis ce temps-là, les conversations se continuent. On parle du mode de scrutin, regardez ce qu'on fait ce soir. On en parle constamment. Se répètent quelques engagements au moment des élections. Mais quand on pense à l'avenir, aujourd'hui, Mme Marois a nommé un ministre de la Réforme et de la participation, je prends mon temps, et de la participation citoyenne. La première fois que j'entends qu'il y a un ministre de la participation citoyenne. Et la participation citoyenne, ça, évidemment, ça crée un espoir. Parce que domine encore cette idée, et je l'entends dans les écoles où l'enseigne les sciences politiques, que la démocratie, c'est un mécanisme pour créer un gouvernement stable et que ça ne doit pas inclure une démocratie participative, parce qu'une démocratie participative,
Comme je lisais dans un journal récemment, ça risque la dictature des citoyens. Et même pire, puisque la pauvreté augmente, la dictature des pauvres. On est mieux à s'en tenir avec une démocratie oligarchique ou une démocratie, finalement, où on crée un monarque qui est le premier ministre. Parce qu'oubliez pas que dans le système actuel, le premier ministre, il est un petit roi. Il préside l'Assemblée législative, donc c'est lui qui dirige puis qui décide des lois qui vont être adoptées, et il dirige le gouvernement. Aux États-Unis, M. Obama, il n'est pas à l'Assemblée législative. C'est le régime présidentiel. Mais on continue, évidemment, à parler en écartant assez clairement la participation citoyenne, alors que maintenant, on a un ministre de la participation citoyenne qui devrait être de nature à créer de grands espoirs. Voilà, Madame, ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, M. Bélan. Merci. Je pense que les questions ne manqueront pas. Myriam Famy, je vous invite à poursuivre. Bien, ça termine très bien votre présentation, M. Bélan, parce que ça me permet de... En fait, votre partie sur la participation citoyenne me permet finalement de faire le lien. Aujourd'hui, en fait, d'abord, je vais commencer par remercier la chaire de m'avoir invitée, parce que je ne suis pas une spécialiste du mode de scrutin, mais je connais quelque chose au sujet de la participation citoyenne, et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, quand Martin m'a demandé de vous parler de vote stratégique et de participation citoyenne, au début, je me suis demandé c'était quoi exactement le lien entre les deux. Mais après y avoir réfléchi, je me suis rendu compte que ce sont peut-être deux symptômes d'un phénomène actuel qui est la transformation des attentes des citoyens à l'égard de leur démocratie. Alors, je vais essayer d'esquisser pour vous quelques idées concernant cette transformation-là, en vous parlant d'abord des raisons possibles pour lesquelles on a appelé au vote stratégique aux dernières élections, et ensuite en vous parlant du rapport que les citoyens québécois ont à l'égard de leurs institutions démocratiques. Quand les rumeurs d'élections ont commencé cet été, à la fin du mois de juillet, la question du vote stratégique a immédiatement percé dans le débat public, et en particulier dans la gauche, puisque, on le sait tous, la gauche est divisée entre plusieurs partis, Québec solidaire, Option nationale et le Parti québécois. On a pu lire dans les pages du Devoir, notamment, des plaidoyers enflammés en faveur du vote stratégique. On appelait les gens à accorder leur vote au PQ plutôt qu'au petit parti de gauche afin de bloquer les libéraux. Alors, voici une citation du professeur de philosophie Michel Simon que j'ai repiquée dans le Devoir. C'est un seul exemple parmi tant d'autres de ces plaidoyers enflammés. Et aussitôt qu'une charge en faveur du vote stratégique était publiée, dès le lendemain, on pouvait lire la réplique sous la forme de dénonciations féroces des fans de Québec solidaire et d'Option nationale. On a même vu des images drôles circuler dans les réseaux sociaux. Dans certains textes, les électeurs exprimaient un vrai désarroi devant un choix qui leur semblait absolument impossible. Alors, qu'est-ce qui était plus important? Leur haine des libéraux ou leur amour de Québec solidaire ou d'Option nationale? Alors, on a eu des électeurs déchirés et il y en a même qui ont dit que le jour du vote, ils ont ressenti un sentiment de culpabilité. Alors, il y a les déchirés et il y a les poules mouillées. Il y a également eu des sites qui ont permis aux électeurs de vérifier s'ils résidaient dans un comté dit stratégique, comme le site votestratégique.com. Et sont finalement apparues, et c'était inévitable, les initiatives d'échange de vote
qui avait d'ailleurs été très populaire au dernier scrutin fédéral. Alors ici, on voit une page Facebook « Échange de vote anti-Charest » entre Laurier-Dorion et Sherbrooke. Tout ça, pour moi, c'est l'expression d'un phénomène que j'aime appeler l'angoisse de l'électeur, qui ne sait plus trop comment ou porter son vote dans le système qui est le nôtre. Alors, pourquoi cette angoisse? Je pense qu'il y a plein de phénomènes, évidemment. Je vais en évoquer deux. Je pense d'abord que, étant donné qu'on vit dans une société qui nous dit systématiquement de cultiver notre individualité qu'on appelle parfois authenticité, étant donné qu'on nous appelle systématiquement à être nous-mêmes, à écouter nos désirs, à faire nos propres choix, eh bien, un moment comme le vote, qui n'arrive qu'aux 4 ou 5 ans, bien, ça devient un moment d'un choix important et on ne veut surtout pas rater notre coup. Alors, nécessairement, on ressent peut-être déjà un peu d'angoisse. Ensuite, c'est certain que notre mode de scrutin uninominal à un tour et la tradition historique d'alternance entre les deux grands partis dont M. Bélan a parlé crée une situation où les petits partis peinent à remporter des sièges, même s'ils remportent un certain pourcentage du vote. Et il y a également le phénomène des châteaux forts qui, eux aussi, doivent causer une certaine angoisse chez les électeurs qui ne s'y retrouvent pas. Donc ici, j'ai une diapositive qui a été préparée par Pierre Drouilly en utilisant les résultats des dernières élections québécoises, où il montre le rapport entre la langue parlée dans une circonscription, la langue parlée majoritaire et le vote. Et on voit que le vote est donc très influencé par la langue. Ici, c'est le vote du Parti libéral et on voit ici le vote du Parti québécois. Alors, ceux qui ne votent pas dans le même sens que le château fort où ils habitent et ceux qui ne votent tout simplement pas péquistes ou libéral se sentent souvent coincés, pour ne pas dire impuissants. Ils ont l'impression de ne pas avoir de pouvoir réel sur le résultat des élections. Une autre chose qu'on a vu, drôle qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux. Alors, ces personnes cherchent finalement, il me semble, des façons pour avoir une emprise sur le résultat dans le contexte de notre système actuel. Alors, ils votent stratégiques ou ils échangent leur vote ou, malheureusement, parfois, ils ne votent tout simplement pas. Mais le comportement des électeurs, il me semble que l'un des côtés d'une médaille. Et le revers de cette médaille, c'est le comportement des partis à l'égard des électeurs. Pour les partis, ça devient très difficile de nos jours de rallier les citoyens du 21e siècle parce qu'aucun projet politique ne peut correspondre aux attentes de tout le monde. En fait, on pourrait dire qu'il y aurait possiblement autant de projets politiques qu'il y a de citoyens. Et ici, Tocqueville a eu une intuition qui me semble assez juste. Et j'ajouterais à la citation, donc, plus une société est pluraliste, diversifiée et éduquée, plus il est difficile de former une majorité compacte. Donc, face à ce nouveau défi, la réponse des partis, c'est d'offrir un discours un peu vague qui sera recevable par un maximum de personnes. On le sait, depuis les années 60, les partis utilisent de plus en plus les techniques du marketing pour construire leur image médiatique. Alors, ils subordonnent à leur offre politique la demande des citoyens qu'ils recueillent dans des enquêtes d'opinion. Mais parce que notre société est de plus en plus diversifiée, eh bien, les résultats de ces enquêtes varient beaucoup selon l'humeur du moment et selon la composition de la population. Alors, l'offre politique qui répond à ces enquêtes d'opinion, elle devient de plus en plus vague et tente d'embrasser le plus grand nombre d'options. Dans l'État du Québec 2012 que Mme Guénette vous a montré, il y a d'ailleurs un texte qui porte sur ce sujet. Alors, la rhétorique des partis se réduit
souvent à des phrases un peu creuses, des clichés sur l'agir et l'être ensemble. Et je ne veux surtout pas ici qu'on croit que je pense que les programmes sont creux et vagues, pas du tout. Je parle vraiment ici seulement du discours médiatique des partis. Alors, à chaque élection, on voit se mettre en branle une espèce de rituel où les partis tentent de séduire avec des approximations et l'électeur errant ne sait pas trop où il se situe sur l'échiquier politique, jusqu'à ce qu'évidemment une boussole vienne à sa rescousse. Alors, la question, c'est quelle pourrait être la solution à cette impasse? C'est sûr que la réforme du mode de scrutin pour y intégrer des éléments de proportionnel est certainement une première piste et je sais que Mercedes va vous en parler tout à l'heure. Moi, j'aimerais avancer l'idée que la solution se trouve aussi dans une participation plus active des citoyens à la prise de décision collective. Au moment du conflit qui a opposé les étudiants au gouvernement cette année, on a souvent posé la question de la légitimité démocratique de ce mouvement social. Et certaines personnes, comme par exemple Raymond Bachand, ont affirmé que les débats de société devraient se régler lors d'une élection. Mais si on donne le droit de parole aux citoyens qu'une fois aux 4 ou 5 ans, on fait juste nourrir son sentiment d'impuissance et on ne répond pas à son besoin légitime de contribuer à façonner sa société. Et j'ai lu cette belle citation du cinéaste Bernard Raymond qui résume bien cette idée. Un des effets, il me semble, du sentiment là, de dépossession des citoyens dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est la multiplication des initiatives privées, qu'on pourrait appeler citoyennes, même si je n'aime pas utiliser le mot citoyen comme adjectif. Les Québécois, comme ils ne se sentent pas représentés par les deux grands partis qui alternent au pouvoir, comme ils sentent que l'État ne peut plus vraiment répondre à tous leurs besoins, ils s'activent, ils créent des initiatives, ils créent des projets qui répondent à leurs besoins et à leurs idéaux. Et d'autant plus qu'on a des moyens de communication aujourd'hui qui permettent de faire ce travail de citoyen entrepreneur. Et je trouve tout cela très emballant et très prometteur, mais je vois là un danger. C'est que cette société civile très active avance sur un chemin qui est complètement parallèle à l'État. Et pourquoi c'est un danger? Parce que l'État demeure, dans notre société, dans notre régime, le dépositaire ultime de la volonté du peuple. Alors, les initiatives privées ne peuvent pas se substituer totalement à la représentation et il faut s'inquiéter qu'elles le fassent. Ce que les événements récents ont montré, à mon avis, c'est qu'il manque, les événements récents, je veux dire des 12 derniers mois, c'est qu'il manque des canaux de communication constructifs, utiles, faciles, ouverts entre les différents groupes de la société et en particulier entre le gouvernement et ses citoyens. Et là, je vais justement répondre à certaines des critiques qui sont parfois évoquées et que M. Bélan a mentionné tout à l'heure. Quand on parle de faire participer les citoyens, on ne veut pas dire de permettre à chaque minorité d'imposer son agenda, de paralyser la prise de décision, ni de laisser le gouvernement se faire porter là, par l'humeur de la foule. La participation, ça ne veut pas nécessairement dire référendum, ça ne veut pas dire nécessairement démocratie directe. Et ça ne veut pas non plus juste dire des consultations publiques où des points de vue se juxtaposent, des points de vue de citoyens ou d'experts. Je parle ici, moi, plutôt de méthodologie participative qui, d'abord, enlève une partie de la prise de parole aux groupes organisés qui monopolisent souvent ces espaces-là et aux experts aussi, pour inclure davantage le citoyen moyen. Merci.
Alors, il y a toutes sortes de techniques qui existent. Je peux vous en nommer sans les décrire. Les jurys de citoyens, les conférences de consensus, les ateliers de scénario, les laboratoires vivants d'innovation sociale. C'est que quelques exemples de façons de mécanismes qu'on peut mettre en place pour favoriser la participation éclairée de citoyens à la décision publique. Mais plus largement, il faut donc créer des espaces de dialogue entre les citoyens et les élus. Et il me semble que les institutions démocratiques, à cet égard-là, sont assez vieux jeu. Elles ne sont pas, on dirait, au diapason des nouvelles réalités de la communication, notamment numérique, ni à la réalité de citoyens qui sont beaucoup plus scolarisés qu'à une autre époque, qui sont beaucoup plus informés et donc beaucoup plus exigeants. Ces institutions vont devoir faire la preuve d'innovation et c'est ici peut-être la proposition la plus controversée, ces institutions et leurs dirigeants vont devoir accepter de partager le pouvoir. Parce que la participation citoyenne implique un certain partage du pouvoir entre les élus et les citoyens qui sont invités à participer au processus de décision. C'est sûr que c'est une conception de la démocratie qui peut être contre-intuitive pour la plupart des élus qui prennent le risque d'être candidats, qui gravissent les échelons d'un parti, qui se sont prêtés au jeu électoral qui est certainement pas facile et qui donc se croient en quelque sorte détenteurs du pouvoir ultime. Mais c'est une avenue qui est, je crois, la plus prometteuse pour l'avenir de notre démocratie. Et je crois qu'on aura besoin de leaders courageux et ouverts pour aller dans ce sens-là. Donc, une des pistes de solution que je propose à ce que certains ont appelé la crise de la démocratie se trouve dans une plus grande participation citoyenne qui serait mieux intégrée aux institutions et qui débouche sur une action civique constructive pour le bien commun. Merci. Merci. Merci, Myriam Famy. Et puis, on va pouvoir enchaîner avec la troisième intervention, donc, de Mercedes Roberge. Bon, je vous remercie beaucoup d'être là et de votre patience aussi pour cette rencontre. Moi, je vais vous présenter de l'évolution du dossier au niveau du mouvement pour une démocratie nouvelle et en fait, comment on tente d'agir, et on agit beaucoup, pour le faire avancer. Parce que dans un dossier comme celui-là, ça peut être très décourageant de regarder tout ce qui s'est fait et qui n'a pas débouché, alors qu'il faut les regarder comme étant des bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire le pas de plus qu'il est nécessaire. Je vais vous parler d'une campagne qui est en cours et qui fait une proposition d'un modèle précis, un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire qu'on propose pas parce qu'il n'a que des qualités, mais parce que c'est une base sur laquelle discuter et on croit que ça va faire avancer le dossier. Je vais l'utiliser pour vous expliquer de quelle manière fonctionne un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire. Alors, il y aura des éléments un peu techniques. J'ai pris pour acquis que vous aviez déjà une base suffisante pour poursuivre ces informations-là. Alors, petite illustration des dernières élections. On a parlé beaucoup du résultat minoritaire, mais c'est aussi important de voir que, comme à chacune des élections, les distorsions sont présentes. Les partis québécois, Parti libéral, sont surreprésentés. Les partis et la surreprésentation des uns vient toujours avec la sous-représentation des autres et la sous-représentation de la CAQ, de Québec solidaire, mais l'absence totale de l'Assemblée nationale, d'Option nationale et du Parti vert. Et c'est un balancier. Donc, la surreprésentation, c'est toujours au détriment des autres partis qu'elle se fait. Nous, on a aussi regardé qu'on n'est pas assez proche en 2012 d'avoir un renversement de la volonté populaire. Il y a seulement 32 000 votes qui séparent le Parti libéral du Parti québécois.
Si la situation avait été inversée, le Parti libéral avait gagné, avait bénéficié de ces 30 quelques mille votes de plus-là, on aurait eu un renversement de volonté populaire parce que ces votes-là n'auraient pas fait une différence majeure en nombre de sièges. Ça aurait été exactement la situation de 1998 et 1998 était la troisième reprise de ce renversement-là national de la volonté populaire, c'est que le parti qui est arrivé deuxième en nombre de votes formait le gouvernement. 44, 66, 1998, la naissance du MDN est en 1999 parce que aux élections de 1998, plusieurs personnes se sont dit « non, c'est assez, c'est trop insultant, on doit se rassembler, individus et organisations, pour que la question progresse sans être encarcané toujours uniquement dans les discussions au sein des partis politiques, donc pour que ça se discute aussi dans la société civile. » On regarde souvent les distorsions au niveau national, mais nous, on regardait aussi les distorsions au niveau régional. Et le renversement de la volonté populaire, ça se vit dans des régions aussi. Estrie et Chaudière-Appalaches sont représentés par des députés qui, quand on regarde le total des votes de ces régions-là, sont arrivés deuxième, pas premier. C'est un renversement. Des régions comme Abitibi, Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspésie, Lanaudière, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et à chaque élection, cette liste-là de 5-6 régions administratives change, mais il y en a toujours à peu près ce nombre-là au moins qui sont monopolisés par un seul parti, alors que les votes de la population de ces régions-là étaient autant diversifiés que dans l'ensemble du Québec. Le 30 % se révélaient partout, mais ces régions-là, comme par exemple Saguenay-Lac-Saint-Jean, 5 députés sur 5 ont la même couleur. C'est pas ça que la population a demandé. Et au niveau de la représentation, de la qualité de la représentation, les femmes sont toujours pas équitablement représentées, 32 %, et la diversité ethnoculturelle non plus, seulement 8 % des sièges. C'est clair, ce qu'on recherche, ça semble une évidence, mais ce sont les éléments qui guident le MDN depuis sa création. Cette liste-là date de 2001. Refléter le plus fidèlement possible la volonté populaire, permettre le pluralisme politique, viser une représentation égale des femmes et des hommes, incarner la diversité québécoise et assurer l'importance des régions. C'est ce qui nous a amené, c'est cette grille d'analyse-là qui nous a aussi amené à faire la proposition dont je vous parlerai tout à l'heure. Les lacunes, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'elles sont systématiques. Elles ne sont pas exceptionnelles d'une élection à l'autre. C'est jamais équitable. On n'a jamais la représentation qu'on demande. Les votes sont diversifiés. Ce n'est pas le cas de le gouvernement ensuite ne l'est plus. Aucune des 40 élections depuis 1867 n'a produit une Assemblée nationale conforme à la volonté populaire. Au niveau de la qualité de la représentation, même chose. Ça ne permet pas d'action globale pour la favoriser. C'est pas un exemple d'ouverture, c'est pas l'exemple d'égalité, ça n'incarne pas les valeurs dont on se réclame. Et ça ne tient pas non plus compte des facteurs socio-économiques, des inégalités sociales, des préjugés. C'est pas vrai que les chances de faire campagne et de gagner sont les mêmes. Je ne reviendrai pas sur toute l'historique, M. Belland en a dit plusieurs, mais quand même, on peut en retracer aussi au début des années 1900, des articles de journaux, et même en 1922, Arthur Sauvé, chef du Parti conservateur du Québec, a demandé l'instauration des modes de scrutin proportionnel. Évidemment, il était dans l'opposition. C'est tombé aussitôt. Mais le premier parti qu'il a eu à son programme, c'est le Rassemblement pour l'indépendance nationale. 62, et ensuite 69, et évidemment, le Parti québécois l'a amené. Ces dates ici, les consultations des années 80, ce qu'il faut retenir, c'est le nombre de consultations et que chacune a conclu par un rapport qui suggérait le changement. Les étapes importantes qu'ont été l'avant-projet de loi, M. Belland en a parlé, c'était un geste législatif important parce qu'il reconnaissait officiellement, avec une consultation aussi, que le mode de scrutin actuel pouvait changer et même devait changer.
beaucoup de mémoires, 515 interventions dans des audiences à travers le Québec aussi. Ce qui a été demandé à ce moment-là, c'est un meilleur projet de loi. Et le directeur général des élections a produit en 2008 un rapport pour contrebalancer, en fait, le fait que ça n'avançait plus au niveau politique. Et le rapport qu'il a produit, nous, on s'en est beaucoup inspiré et on s'est aussi beaucoup inspiré des interventions qui ont été faites lors de la commission spéciale sur la loi électorale. Je vais y revenir parce que dans le cadre de cette consultation-là, les gens et les organisations qui intervenaient demandaient des modifications, des améliorations à l'avant-projet de loi. Alors, on a fait ce qu'on s'attendait du gouvernement, on a lu ce qui a été demandé et on a attaché les bouts et ça nous a donné un modèle de scrutin qui est celui qu'on présente. Donc, durant la commission spéciale, un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire, ça devait comporter 2 votes. Je dois vous dire que l'avant-projet de loi nous proposait un modèle avec un seul vote, ce qui enlevait énormément de bénéfices au changement. 96 % des interventions ont dit mixte compensatoire, ça prend 2 votes. DGEQ dit la même chose. Une compensation au niveau national et une distribution régionale des sièges. Ça aussi, la compensation nationale, c'est l'objectif à atteindre. La base sur laquelle, le chiffre sur lequel on se base pour dire qu'est-ce que la population demande, ça s'appelle la compensation nationale. Alors, le directeur général des élections a aussi relevé la même chose qu'on a relevé, pour les mesures pour les femmes et la diversité ethnoculturelle. Alors, tout ça, on les a réunis et aussi ce qui se passe à travers l'expérience à travers le monde. Des 183 pays, il y en a 61 % qui utilisent un mode proportionnel, scrutin de liste en général, et 38 pour des pays qui utilisent des modes mixtes. Et la famille majoritaire, c'est 41 % des pays à travers le monde. Ça remet les choses en perspective. Et des pays comme l'Allemagne, la Bolivie, la Nouvelle-Zélande, ce sont des pays qui ont des modèles qui sont similaires à celui qu'on a présenté. Modèle mixte, je vais aller vite ici parce que sinon on va manquer de temps. Ça veut dire toutes sortes de variantes, toutes sortes de manières de faire des mélanges, parce qu'un modèle mixte, c'est un mélange. Alors, il y a autant de pays qu'il y a de modèles. Et une manière de calculer aussi la capacité d'un mode de scrutin à offrir des résultats proportionnels, c'est l'indice de Gallagher. Canada et Québec, on ne l'a pas du tout. On est très, très, très loin dans les performances. Plus l'indice est bas, plus la volonté populaire est respectée. Alors, on l'a tellement dit qu'il fallait changer. Ce que nous, on a donc mis en place, on s'est basé sur les consultations. Demander aux gens ce qu'ils veulent obtenir dans les consultations, ça doit aller avec écouter le message et en tenir compte. Alors, c'est ce qu'on a fait pour faire une proposition. Ça nous donne un mode de scrutin qui nous permet d'avoir une Assemblée nationale de plus ou moins 128 sièges, parce que le nombre exact, ça appartiendra au directeur général des élections, et on a voulu qu'il permette de s'adapter à la croissance démographique. On tient à ce que les circonscriptions, parce que dans un modèle mixte, il y a encore des circonscriptions, soient réparties dans des régions électorales qu'on utilise pour maximiser l'effet proportionnel du modèle mixte. 2 votes, ça nous semblait une évidence. Un premier pour choisir une personne dans sa circonscription et un deuxième où on vous demande quel est le parti politique de votre choix et pour lequel vous votez aussi en connaissant la liste de son équipe. C'est les candidates et les candidats qu'ils présentent dans votre région électorale. Un mode de scrutin compensatoire, c'est un mode de scrutin qui corrige. Il corrige les distorsions, mais en fait, lorsqu'un parti n'a pas de correction, évidemment, il garde les sièges qu'il a. Ça corrige les sous-représentations. On y a inclus aussi des mesures pour favoriser l'égalité et la diversité ethnoculturelle et à partir des mécanismes déjà existants. La loi électorale a déjà des règles pour l'allocation annuelle aux partis. Majorons-la lorsque les partis atteignent des résultats, par exemple l'alternance homme-femme sur les listes de candidature.
Le remboursement des dépenses électorales peut aussi tenir compte des conditions socio-économiques différentes. Par exemple, pour les gens de la diversité ethnoculturelle, les taux de chômage ne sont pas les mêmes que dans l'ensemble de la population. Et là, je vais manquer de temps pour vous faire la démonstration de comment fonctionne le mode de scrutin proportionnel. Vous allez aller vite quand même. Des bulletins de vote, c'est aussi simple que ça, avoir 2 bulletins de vote. Le premier, en fait, se fait selon le mode majoritaire. C'est le deuxième qui nous donne le résultat de le message de la volonté populaire. C'est donc par le deuxième bulletin qu'on voit que 20 de la population, 20 donne son appui à un parti. Ce parti devrait donc occuper 20 des sièges. C'est donc notre objectif à atteindre pour compenser. Et pour compenser, évidemment, il a fallu déterminer qu'il y avait un nombre précis de sièges de compensation. Dans le modèle qu'on a fait, des 128 sièges, il y en a 77 qui sont des sièges de circonscription et 51 qui sont des sièges de compensation. On doit c'est sûr, c'est des partis qui ont obtenu déjà leur nombre, le nombre auquel ils ont droit, le nombre que la population leur a demandé. Il n'y a pas de compensation. C'est lorsque un parti occupe moins de sièges que ce que la population a demandé qu'on fait une correction. On le voit ici dans une simulation. Dans une simulation qui n'est pas liée à aucune des élections précédentes, on voit que dans la graphique de gauche, les 77 élections de circonscription ont montré qu'un parti B, par exemple, avait gagné dans 25 circonscriptions, donc 25 sièges. Sauf que lorsqu'on regarde la volonté populaire, on voit que ce parti-là, le B, aurait dû occuper 45 parce que la population a voté beaucoup pour ce parti-là sur son deuxième bulletin. On a donc un déficit à combler. Revenons au parti B. Il a eu 35 des voix, donc ça aurait dû correspondre à 45 sièges. Il en a gagné 25. Il a donc besoin de 20 sièges de compensation. Alors, on fait ce calcul-là pour chacun des partis. Si c'est égal, tout va bien. Et, par exemple, pour le parti E, on voit un tiers parti qui a 5 de la volonté populaire, mais il n'a réussi à rentrer que dans une seule circonscription. Il a donc besoin d'une compensation. C'est de cette manière qu'on obtient une Assemblée nationale qui représente la volonté populaire. Je vais aller plus rapidement sur certaines des listes électorales. C'est aussi simple que ça, des listes régionales. Parfait. On doit aussi déterminer de quelle manière on distribue les sièges de circonscription à travers le Québec. C'est ce qui s'appelle la distribution régionale. Et là, on doit suivre des étapes. On sait combien de sièges, quelle est la correction demandée pour chacun des partis, mais aussi, il faut voir où ces partis-là ont fait bonne figure. On ne peut pas accorder un siège de compensation dans une région où les gens n'ont pas voté pour ce parti-là. Et ensuite, il faut déterminer dans quel ordre on les distribue. Et pour s'assurer que la distribution est la plus équitable possible, la règle qu'on a déterminée, c'est qu'on commence par le parti qui a besoin du plus petit nombre de sièges. Et dans notre exemple, on commencerait par le parti E, qui avait besoin seulement de 5 sièges de compensation. Ce que vous voyez dans les graphiques du centre, c'est les performances du parti E dans chacune des régions électorales. On voit donc que ces sièges devraient aller là où il a été populaire. C'est donc dans la région F qu'on va tenter le plus possible de les attribuer, parce qu'on doit considérer... On a plein de chiffres à considérer. Le nombre de sièges d'une région administrative, d'une région électorale, il est déterminé. On doit vivre avec la banque de 11 sièges de compensation. Alors, on ne peut pas en donner 12 à un parti qui en nécessiterait 12. Alors, il y a toute une mécanique qu'on a prévue qui nous permet de s'assurer qu'on peut voter selon ces valeurs
partout où on habite, qu'il y a un équilibre, qu'on a accès à encore autant de députés que maintenant, sinon plus, et qu'on peut, on obtient un gouvernement qui respecte la volonté populaire. Et si la population a donné son appui de manière égale à 2 ou 3 partis, c'est qu'elle souhaite un gouvernement qui contient ces 2 ou 3 couleurs-là. C'est ça, respecter la volonté populaire. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup, Mercedes Roberge. Alors, voilà 3 exposés très différents, vous le voyez, là, de nature plus historique et les autres insistant sur des mécanismes nouveaux dont vous voudrez peut-être entendre parler, de participation citoyenne, de partage du pouvoir et enfin l'explication détaillée, mais qui pourrait l'être encore plus, on le voit, de la mécanique proposée par le mouvement Démocratie Nouvelle à partir donc des volontés des citoyens exprimées lors de toutes ces consultations. Merci beaucoup pour votre participation. Bonne fin de soirée. Merci encore.